On avait l'opportunité de vivre sur le terrain et détruire la maison et de faire les travaux nous-mêmes. Plus tu fais, moins t'as peur, plus tu fais. Il faut aussi vivre à côté parce que sinon on pète un câble. 4 jours, 3 personnes, une grue. Donc là on arrive à un budget global qui est déjà de 180 000 € et on a une coquille vide. Salut les pingouins! Aujourd'hui je suis chez Zu et Yo qui ont détruit leur maison et qui en ont construit une. Qu'est-ce que tu avais comme expérience? Moi j'avais mon papa, il aime bien bidouiller et tout, donc ça m'est arrivé de bricoler avec lui, mais rien de c'est pas de la réno ou quoi que ce soit. Après, quand j'ai rencontré Yo-Yo, il avait acheté une maison, une petite maison qu'on a retapée ensemble en fait. C'était plutôt du second œuvre, donc pas du tout du gros œuvre. Mais voilà, on a refait 40 mètres carrés, on est reparti des 4 murs et hop, en avant, on a fait une petite maison avec une chambre, voilà. C'était sympa. Donc c'est surtout ça ma plus grande expérience en fait, avant cette maison. Et Yo-Yo, il a un peu plus bricolé quoi. Moi je suis bricoleur par la famille en fait, avant tout. Mon grand-père lui était autodidacte, il était garagiste et il a toujours tout fait chez lui, tout seul, lui-même. Et jamais, tu voyais pas un professionnel qui venait chez lui pour réparer un truc ou quoi. Et donc par la force des choses, t'es gamin, tu t'apprends comme ça en fait. Il me disait ah tiens-moi ça, va me chercher le tournevis, tu vois, tu fais le grouillot, mais en fait c'est trop stylé au bout d'un moment. Même quand t'es jeune, ça te fait quand même un peu entre guillemets chier quoi, parce que tu dis oh j'ai pas envie d'aller des papiers à couper du bois ou voilà, c'est le côté un peu, tu sais, t'es ado, voilà, on allait encore chez grands-parents ado des fois et t'as plus envie quoi, des fois t'as pas envie, mais en fait après coup là quand tu vois, ouais c'est génial. Donc ça j'ai commencé petit avec lui, avec ma soeur on a dit tiens si on faisait le 4L Trophy, ah trop bien on va faire le 4L Trophy, on achète une 4L. Et puis voilà, on a commencé à la retaper chez papy et mamie quoi, la 4L, et dedans une voiture tu touches à tout en fait. T'as de la plomberie pour le circuit de frein, t'as de l'électricité, t'as de la méca, puis vient la vie, t'arrêtes les voitures, t'achètes une maison et puis en fait tu continues à bricoler. On est originaire d'Île-de-France, donc on a toujours habité dans le quartier. On comptait déménager parce qu'on avait une petite maison de 40 mètres carrés et donc forcément l'âge arrivant, si on veut agrandir ou quoi, il va falloir avoir un peu plus d'espace. Et on a trouvé ce terrain avec 2 maisons. On s'est dit que c'était un bon tremplin pour un investissement et faire de nouveau une culbute pour acheter une nouvelle maison plus grande. Donc on comptait restaurer les 2 maisons et les revendre. On s'est posé la question en fait de rénover ou pas d'un point de vue aussi financier en fait. Avec un projet futur, on se dit pourquoi pas. On réaménage un peu cette maison, en plus de ça on peut louer la petite maison de devant si on la retape un petit peu. Donc voilà, ça peut nous aider aussi à financer tout ça. Et après avec l'idée de peut-être réinvestir soit ici, soit dans une autre opportunité ailleurs quoi. Mais finalement ça s'est pas fait comme ça. Quand on s'est dit voilà en fait ouais investir c'est bien mais bon le temps ça tourne et en fait à un moment donné il faut penser aussi à sa vie un peu quoi, se poser et vivre plutôt que essayer de amasser de l'argent quoi. Après on a étudié tout ce qui est PLU, c'est là l'idée d'investir en fait nous a dit ça nous a quitté la tête et on s'est dit vu le PLU et tout on va pouvoir faire quelque chose du terrain de devant tout en restant sur place. On s'est vite mis dans la tête qu'on allait détruire la maison. On avait l'opportunité du coup de rester sur le terrain, de vivre sur le terrain et détruire la maison et de faire les travaux nous-mêmes. En fait, à la base, on n'avait pas forcément prévu de faire du neuf, de construire dans le neuf. On était plus parti pour de la réno selon les opportunités qui se présentaient. Et puis c'est vrai que ce terrain-là, il s'est présenté et pour le coup, vu sa physionomie avec une maison derrière, une maison devant, c'était parfait pour faire naître un petit projet de construction en habitant sur le terrain. Donc ça c'est vraiment le gros point fort d'ici. C'est ça qui nous a plu. Il y avait une maison là à la place de celle-là et elle faisait 30 mètres carrés. C'était une vieille maison Phoenix des années 50-70. Et cette maison-là qui était la maison principale. Donc l'opportunité d'avoir 2 maisons sur le même terrain, là s'est présentée. Et puis en Île-de-France, pour des opportunités comme ça, il ne faut pas traîner en fait.
Donc c'est tout de suite ou maintenant. Après, sinon, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et c'est fini. Et donc le soir, 17h, hop, appel, je viens visiter. Et Zou, j'avais pas vu la maison. Elle n'avait pas visité la maison. Et j'ai dit, écoute, c'est soit on prend pas, mais je pense que ça peut être hyper stylé de prendre ce terrain parce que, enfin voilà, il y a du potentiel, quoi. Après, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on retape ou on retape pas, mais en tout cas, il y a 2 maisons et c'est fou d'avoir cette opportunité-là en Ile-de-France, d'avoir 2 maisons sur le même terrain. Ça fait même un peu plus d'1 an, puisqu'on a quand même, on a restauré un peu la maison où on habite. Alors vraiment très rapidement puisqu'elle va être détruite à terme, mais restaurer la chambre, refaire un peu d'élec pour sécuriser le truc. Première étape, c'était de faire l'administration. Et en fait, donc le permis de démolir, on ne l'a pas intégré dans le permis de construire. Donc on a fait d'abord une démolition toute seule. Et après, on a présenté le projet de construction avec la démolition de l'autre maison qui est compris dedans. Parce que sinon, au niveau PLU, tout ça, au niveau occupation des sols, on dépassait les limites, donc il fallait forcément intégrer la destruction de la maison. Dans le permis de construire de celle-là. Que ça soit sur la partie avant de la maison, en fait, on a besoin de garder de l'espace vert. Donc il y a c'est 40 ou 50%, quelque chose comme ça, je ne sais plus, bon, il faudrait relire le PLU. Mais, et pareil, derrière, en fait, on a un taux d'occupation qui est compris, quoi. Enfin, un minimum à respecter. C'est assez conséquent et c'est la commune qui veut ça, et puis on trouve ça bien aussi, quoi. Pas tout bétonné, c'est quand même bien. Ouais, c'est bien, mais c'est vrai que dans des villes comme ça où il n'y a pas beaucoup de place, ça à prendre en compte dans le projet quand même. Exactement. Ah là, si tu lis pas bien le PLU et que si ça correspond pas à tes attentes personnelles, ah bah ouais, si tu voulais peut-être faire une très grosse maison et occuper beaucoup d'espace, pas avoir de terrain, avoir juste une terrasse carrelée, bah là c'est mort. En tout cas ici c'est mort. Et encore une fois, c'est pour la localisation, là, le terrain il s'y prête vraiment parce qu'il est assez grand mine de rien quand tu regardes autour. Là on a 440 mètres carrés de terrain et pour la région c'est un grand terrain. Ouais. Vu qu'on avait déjà fait une précédente maison, on avait quand même un maçon en contact et qui lui a d'autres contacts de terrassiers pour détruire la maison. Donc on est passé par lui et donc c'est eux qui ont pris tout en charge là-dessus, la destruction de la maison et le terrassement pour faire la plateforme en fait, pour accueillir les fondations de la nouvelle maison. Nous, on en a eu pour 10 000 €. Et ça hors terrassement. Et après en fait le terrassement était dans le package des fondations en fait. Donc nous, on lui a déjà fait comprendre que ça nous intéressait de travailler avec lui. Et on avait le projet de construction derrière, donc on lui a dit est-ce que tu pourrais t'occuper de la destruction ? Et après, on te fait bosser sur nos fondations en fait. Et sachant qu'on a des fondations un peu spéciales, quoi. Ici, en fait, on a à moins 80 cm sous le sol, là, il y a de l'eau. Donc en fait, il n'y a pas de portance au niveau des fondations de la maison. Donc on ne pouvait pas faire des fondations classiques de maison, coffrer dans la terre et puis ferraillage et dalles pleine terre. On était obligé de passer par des micro-pieux. Donc en fait, là, sous la maison, on a des poteaux carrés comme ça. Et sous ces poteaux-là, il y a des pieux qui reprennent la charge de chaque carré, chaque cube, et ça descend jusqu'à moins 17 mètres. Ah oui, d'accord. Donc on a du pieu qui est en coulis de ciment en fait, donc ils font avec une grosse tarière, ils percent jusqu'à la profondeur voulue, en fonction du calcul de charge de la maison. Et tous les calculs, ils ont été faits par le constructeur bois qui nous a fait la maison, pour implanter les micro-pieux en fonction des charges de la maison. Pour cette étape-là, en fait, on a mis en relation, en fait, c'est nous qui faisons l'intermédiaire entre le maçon, qui réalisait la destruction, le terrassement et les fondations, une entreprise de pieux, parce que ça c'est vraiment un truc hyper spécifique, donc l'entreprise de pieux, elle faisait les pieux. Le constructeur bois nous a filé les chiffres de descente de charge, qu'on communique au pieuttiste, et le pieuttiste lui il dit bon bah voilà en fait, au vu du sol, de l'étude de sol, du terrain et de la descente des charges de fournis, et ce pieu-là, il va aller à tant de profondeur, ce pieu-là va aller à 17 mètres, ce pieu-là à 12 mètres, etc. Et donc là, sous cette maison, on a 13 pieux
On a les massifs béton sur les pieux et après c'est de la longrine coffrée. Alors longrine coffrée en fait c'est plutôt du travail de charpente presque que de travail de maçon. C'est un travail de coffrage de malade. Parce que là en fait on avait des coffrages tout le tour de la maison, partout, et du coup après hop tout pille et ils viennent tout couler et c'est vraiment un ouvrage bois, c'est assez impressionnant en fait comme ouvrage bois. C'est pas mal, on se dit la maçonnerie c'est que du béton, en fait là quand on voit les pros, en fait c'est beaucoup de préparation de coffrage, et alors que derrière le béton ça doit leur mettre une demi-journée quoi à couler. Et après en fait il y a un mec de chez le constructeur bois qui vient vérifier la dalle. Alors là, tu as un peu la pression, parce qu'en fait, il marche au millimètre, voire encore après. La dalle, déjà, elle est coulée sur des ourdis polystyrène, donc c'est un truc plutôt léger et du coup déjà isolé, entre guillemets. Et il mesure tout et tout. Nous, on avait un moment, quoi. On avait 1 centimètre sur une diagonale. 1 centimètre sur une diagonale, et il dit... Il nous a dit, ah ouais, pareil, sur les niveaux. C'est forcément, il contrôle tous les niveaux. Et puis à un moment il nous a dit là il y a un petit décalage et tout. Grosse pression parce qu'en fait on fait faire, alors on suit les travaux, on fait appel aux pros, mais par contre on est tout seul face aux résultats en fait. Et si ça va pas, là en clair il faut faire réintervenir l'autre pro, le maçon qui a mal fait la dalle, la faire corriger. Enfin là on s'embarque dans des trucs, c'est un truc de fou. Ça a été, hein, ils corrigent, enfin ils ont l'habitude et c'était nickel, au final la dalle était bien, voilà. On était un peu trop court, et vaut mieux être trop court que trop long sur une ossature bois. Parce qu'au moins ils les font dépasser légèrement, en fait, la lisse basse dépasse légèrement de la dalle et ils arrivent à récupérer comme ça. Plutôt que si c'est la dalle béton, elle est trop grande. Et en fait ça va pas parce que pour les écoulements d'eau ils n'ont pas envie de mettre en jeu leurs assurances là-dessus quoi. Donc si elle est trop longue, il faut tronçonner la dalle. Et alors là, tronçonner une dalle en... Ouais. Enfin c'est un peu de taf quoi. Ah oui, parce que quand tu discutes avec les maçons, nous on se marrait parce que on est un peu pointilleux quand même sur les travaux et ils disaient non mais il n'y a pas de centimètres en maçonnerie. Monsieur, il n'y a pas de centimètres. Ouais. Et j'ai dit si, parce qu'après derrière c'est une maison bois, c'est pas une maison parpaing, hein. C'est pas, après on peut plus réajuster avec le mortier et tout, enfin c'est foutu, les niveaux et tout, il faut que tout soit nickel parce qu'après il y a du calage, mais bon il faut quand même que ça soit propre quoi. Ouais, puis après du coup c'est livraison de la maison, ça s'est fait très très vite. 2 semaines avant, ils nous ont appelé, est-ce que vous êtes dispo là, on a besoin de bloquer 2 semaines, donc c'est les délais, voilà, au moins ils sont larges, ils savent qu'ils peuvent intervenir en 2 semaines. Et en fait, en 4 jours, la maison, elle était montée, quoi. 4 jours, 3 personnes, une grue. Donc en fait, c'est Poirot Construction, donc c'est un constructeur des Vosges, et on est allé visiter leur usine en fait, et ils assemblent tout sur place. Donc ils ont un énorme hangar avec des robots et tout qui assemblent les murs de maison. Et après, en 4 jours, hop, la maison elle est montée quoi. Et ça, on passe du moment où il n'y a rien au moment où paf, il y a une maison. C'est un peu fou, c'est fou. Ouais, c'est vraiment fou. Ouais. Et tout le temps qu'on a passé pendant pas loin de 6-8 mois, voire presque 1 an en fait, au total, le temps de monter le projet, de faire tout l'administratif, de voir avec les autres pros, tout coordonner, les corps de métier. et là, quand tu arrives, tu vois la maison, tu dis oh, ça y est, là on rigole plus, on y est quoi. Ça devient concret, c'est le moment où ça devient très très concret en fait. C'est ça qui est sympa. Ouais. Donc ça a été livré avec les caissons de toit. Donc qui sont déjà isolés et après en fait tout ce qui est couverture, tout ça, c'était pas compris dedans. Il y avait la pose des fenêtres aussi qui était compris avec la livraison de l'ossature bois. Alors il y a l'ossature qui arrive vide, il décharge tout, il monte sur la dalle et après en fait t'es allé même pas hors d'eau hors d'air en premier lieu, il commence à monter tout ce qui est charpente. Nous on en a, en fait la charpente elle se résume juste aux pannes fêtières. Parce qu'après, leur concept, c'est qu'ils assemblent la toiture en caissons. Donc en fait, il y a des gros morceaux de toiture qui arrivent tout faits. Et ça repose sur les pannes fêtières, les pannes de toiture. Un mur de toit. En fait, là, on a... je crois qu'il y a 4 caissons. 4 caissons par pan. Et les caissons, ils arrivent, ils sont tout isolés. Isolés et par pluie. En fait, rapidement, on est hors d'eau, hors d'air. Allez, en
en 2 semaines. La deuxième semaine, en fait, ils ont mis les fenêtres. Et ils sont passés 2 jours, en fait. On dit 1 semaine, mais c'est parce qu'ils font des grosses journées. Donc, ils sont là à 7h le matin, ils repartent à 7h le soir. Ah oui. Donc, c'est de la grosse journée. Donc, c'est pour ça il y a le lundi en temps de route et le vendredi en temps de route qui est compté. Alors, prochaine étape, nous, en fait, dans notre précédente maison, on l'a très mal vécu. En fait, il y avait un voisin qui faisait des travaux et l'aspect chantier du terrain, enfin voilà, on sait ce que c'est, on fait des travaux. Et c'est vrai que c'est un côté un peu malpropre, quoi. Enfin, donc l'aspect, ça nous plaît pas trop de laisser ça, vu qu'on est enfin voilà, on est à côté les voisins des uns des autres. C'est vrai que c'est un peu tassé, quoi, entre guillemets. Donc on voudrait mettre au propre le terrain tout autour de la maison. Donc on va pas s'atteler tout de suite à l'intérieur de la maison encore pendant quelques mois. Et ouais, en priorité, du coup, on fait les extérieurs. Donc tout l'avant de la maison, on va terrasser, on va rajouter de la terre du coup pour qu'elle remonte correctement au niveau final envisagé. Et après, donc le ravalement, ça va être le ravalement, le gros poste qu'on aimerait faire là au printemps ou été de cette année, quoi. Et puis pour caler avec la météo, donc l'hiver là, enfin voilà, on bosse dehors, mais le terrassement c'est pas mal parce que de toute façon ça réchauffe au moins. Et et puis ça permettra de préparer le terrain pour la belle saison, quoi, pour le rendre plus propre. Et en même temps, ça permettra de remettre la terre tout autour de la maison, qui pourra nous permettre de positionner tout ce qui est échafaudage et tout pour faire le ravalement. Et quand je parle de ravalement, en fait, il y a aussi une isolation par l'extérieur qui va être faite. Voilà. Et ça, normalement, a priori, c'est nous qui le faisons. On va le faire. On se posait la question sur la dernière passe du ravalement, parce que comme on n'en a jamais fait et que c'est la couche finale esthétique, en fait, on sait pas trop, on va peut-être s'essayer sur un mur et si jamais on galère trop, on fera peut-être appel à un professionnel. On verra, c'est pas... Et pourquoi pas de bardage? Parce que dans le PLU, il nous faut un ravalement ton-pierre. On n'a pas le droit de mettre que du bardage non plus. À l'extérieur, on a 40 mm de fibre de bois. Pour faire le ravalement, on met une fibre, une sorte de trame fibrée en fibre de verre et par-dessus un enduit. Et donc ça, c'est la première passe d'enduit pour venir emprisonner la trame de fibre de verre. Et par-dessus, on remet un crépi de finition, en fait. Ici, on a les cloisons intérieures en bois, on va faire. Et là, c'est pour le vide technique. Là, le caisson, il fait 220, d'ici, des pétards. Donc, on va avoir fibre de bois 220 mm, tasseau horizontal de 45-45. Et là, on peut passer toutes nos gaines. Ah oui, ouais. Okay. Et après, là, aux endroits où on n'a pas trop passé les gaines, on réisole en croisée. Du coup, ça permet de croiser et d'éviter un peu les ponts thermiques, quoi. Même s'il n'y en a pas trop, c'est du bois, mais quand même. Et voilà. Et puis après, finition standard, placo. Alors, on ne sait pas si on sera vraiment passif parce qu'on fait toutes les études nous-mêmes, mais le but, c'est d'atteindre presque ça, quoi. Plus économe en énergie, quoi. Ouais. Voilà, donc sachant qu'on a déjà le matos, ça va nous occuper peut-être cet hiver aussi, hein. Donc là, il y aura une pièce, donc il faut déjà cloisonner là avec une pièce toilette aussi. Donc tout là, il y a des choses à faire. Et puis après, ce sera l'étage, mais bon, voilà, déjà on va faire le rez-de-chaussée. Et là-bas, c'est déjà fait parce que c'est des murs porteurs en fait. Et ce sera la chambre. Donc là, l'idée en fait, ici on a un cellier qui sera pièce technique. Donc pour ballon d'eau chaude, VMC double flux, panneaux solaires, photovoltaïque, donc électrique, plomberie, élec. Donc ça va être déjà bien rempli. Et en plus de ça, machine à laver, voilà, enfin, la technique de la maison. Juste à côté de la trémie d'escalier, donc là il y aura les toilettes. Et puis après, grande pièce ouverte. Grande pièce ouverte, et là, le cœur de la maison, la cuisine. Ouais, salon, salle à manger, cuisine, tout ça ouvert, avec nos baies vitrées orientées plein sud. Donc ça va être nos apports caloriques de la maison, plus. On a un terrain orienté nord-sud, donc ça nous a permis de mettre toutes les ouvertures plein sud, et de pouvoir faire un gros apport calorifique pour gagner un peu en énergie,
en économie d'énergie. Après, on ne sait pas trop ce que ça va... On n'a pas fait d'études là-dessus, vraiment. En fait, c'est un peu empirique. J'ai pas simulé l'apport solaire, mais par contre, j'ai simulé toute l'isolation de la maison. Okay. Et en fait, il y a un site qui s'appelle Ubacus, et c'est top pour faire ça, en fait. On met nos couches de murs, on regarde les mètres carrés de murs qu'on a, et le site, en plus, il a une petite calculette de besoin de chauffe. Et apparemment, d'après tout ce qui est forum et tout sur le sujet, c'est assez fiable. Normalement, on n'aurait pas trop besoin de chauffage. Okay. Donc en gros, ce qui ressort, c'est qu'on a besoin de 3000 watts max de chauffage quand il fait moins 12 dehors pour avoir 20 degrés dedans. Concrètement, ça fait 2 sèches-serviettes et c'est ce qui est déjà prévu. Donc. Bon, on a un peu peur de ça. Moi, j'ai dit non, je veux pas avoir froid dans ma maison, au cas où. Et en fait, je pense qu'on va... Enfin, je pense, non, c'est acté aussi, mais on va mettre plancher chauffant électrique partout. Mais... Du coup, on va le dimensionner nous-mêmes parce que les trames toutes faites, elles sont trop denses au niveau circuit. Ouais. Donc on va acheter juste le filet qu'on va le répartir nous-mêmes, quoi. Ça, on peut pas trop dire non plus les délais. Là, en fait, on s'est donné un permis de construire, ça peut aller jusqu'à 5 ans si tu fais une prolongation. Et du coup, nous, on s'est dit, on va prendre les 5 ans. Donc voilà, au niveau délai, ça va être le temps de travail aussi. Donc comme nous, on bosse toute la semaine à côté, on travaille que les week-ends. Donc il y a un peu ça qui limite aussi sur la progression du chantier. Et il y a aussi le côté financier aussi. Ouais. Et vu qu'on est en zone pavillonnaire, en fait, les règles de la ville, c'est on a le droit de faire du bruit que le samedi. Le dimanche, on peut pas faire de bruit. Donc on sort pas la scie à onglet le dimanche, on fait pas de la disqueuse, voilà. Donc en fait on essaye de s'organiser pour le samedi on fait tourner la bétonnière, on fait tout le boucan, et si on doit juste visser des montes en bois ou des choses comme ça, on va le faire plutôt le dimanche, ou creuser par exemple une tranchée, on va le faire le dimanche. Ah ouais, parce que sinon c'est vite le bordel avec les voisins. Il faut que ça se passe bien, quoi. Enfin, tout le monde vit chez soi. On n'a pas de loyer, on n'a pas d'échéance financière derrière, on paye notre crédit tous les mois. Et derrière, on fait au compte-gouttes pour cette nouvelle maison, mais on est à l'abri, quoi. On a un toit pour vivre, donc. Puis on est pas mal dans cette petite maison. C'est pas un taudis, c'est très correct. On n'a pas non plus d'exigences, mais malgré tout, il y a des week-ends où on bricole pas et ça nous manque. Donc en fait, on avance quand même malgré qu'on soit pas pressé. On essaye de se tenir un rythme. C'est en gros le samedi, on se dit on sort pas voir les potes ou quoi. Enfin, on essaye d'être sur la maison, sur le chantier, et on sort le soir ou quoi. Mais le samedi, c'est vraiment la journée où on peut vraiment faire ce qu'on veut sur le terrain. Donc il faut qu'on arrive au moins à se tenir parce que sinon. Là, c'est plus 4 ans. On a prévenu nos familles, nos amis, on dit les mecs, si vous voulez nous voir, c'est le dimanche. Ça nous empêche pas de quand même faire des petits week-ends potes à droite à gauche ou quoi. Ça, on se met pas non plus trop la pression. Il faut aussi vivre à côté parce que sinon, on pète un câble. C'est déjà un projet hyper lourd à porter, donc. Moi, ça va. Je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre. Oui. Après, il y a quand même des phases où quand on a fait intervenir. C'est un peu horrible, mais à dire, mais quand on a fait intervenir les pros, il y a toujours une phase où tu n'es pas forcément hyper satisfait de ce qu'ils ont fait. Du détail, mais en fait, ça du petit détail, mais du coup, ça te casse un peu le moral, tu es content dans l'ensemble, et là, tu vois le petit truc à la fin. Ils sont déjà partis du chantier, tu n'avais pas, tu étais dans le rush de les suivre et tout. Et juste là, tu vois le petit détail, tu te dis, punaise, ils n'ont pas fait ça jusqu'au bout. Et ça moi, ça me rend fou un peu, en fait. Dehors, il nous manquait juste un petit plot de béton pour tenir la grosse ferme, pour l'anecdote. Et en fait, il ne l'avait pas mis à la même hauteur que la dalle. Ouais, donc c'est nous qui avons dû le faire, quoi. Il y avait le coffrage, il était déjà tout prêt et tout, en plus. Juste, il y avait 2 bétonnières à couler. Bon, ils avaient même leur bétonnière encore sur notre terrain. Je l'ai fait avec la leur. Donc voilà, mais en fait, au final, s'il faut batailler avec le mec, le rappeler, qu'il revienne, il devait revenir pour chercher ses outils, mais en fait, t'as pas envie de... Enfin, moi, je suis pas de... Des fois, je parais un peu bataillant comme ça, battant, mais en fait, des fois, tu dis, vas-y, je fais mon béton, je demande plus rien à personne et c'est fini, quoi. Mais c'est ce qui permet aussi peut-être de garder le moral après. Tu dis, tu passes à autre chose, en fait. Et là, on a les plans
de la maison. Comme on n'a pas d'architecte, on a donné un peu ce qu'on aimait bien, ce qu'on voulait, etc. Ils nous ont proposé, eux, avec leur bureau, des plans qu'on a fait modifier, alors forcément avec le respect des contraintes aussi techniques en fonction des murs porteurs et tout ça. Mais ouais, on a bien réussi à s'entendre sur les plans. Et pareil, au niveau des fenêtres, ils nous ont donné des idées. Par exemple, à l'étage, on a une fenêtre qui est de forme triangulaire. Et au début, elle était toute fermée, il n'y avait pas d'ouvrant du tout. Et on a réussi à trouver un compromis pour qu'il y ait un ouvrant, mais que ça ne pose pas de problème après sur les garde-fous à mettre ou quoi que ce soit. Pareil sur une porte-fenêtre qu'on a en haut, qui est en pleine hauteur en fait. Là, en fait, sur cette porte-fenêtre, on n'a pas de garde-corps. Et en fait, c'est parce que on a un vitrage fixe en bas. Okay, à la base, ça devait être une porte-fenêtre entière. Et puis, quand on discutait avec le constructeur côté technique, il dit en fait, c'est un peu bizarre. C'est bien de mettre une porte-fenêtre, mais au final, vous allez devoir mettre un garde-corps de l'autre côté, juste derrière. Et puis, au final, ça cache un peu la vue. Alors, sauf si on met un garde-corps vitré. Donc voilà, ça c'est surtout pour les menuiseries. Ils nous ont apporté pas mal de petites astuces qui étaient sympas. Et au final, pour la répartition des pièces, on a pu faire un peu ce qu'on voulait aussi. Parce que finalement, tout ce qui est cloison intérieure non porteuse, au final, c'est nous qui pouvons les un petit peu modifier aussi après. Donc, mais en fait, on peut changer d'avis. Si on veut mettre la cuisine ailleurs, on peut la mettre ailleurs. On n'a rien fait encore. On n'a même pas fait les réservations dans la dalle. Oui, donc on fait ce qu'on veut. Il fallait respecter le poteau ici, central, pour tenir la charge. La charge est reportée sur un autre et sur la poutre pour tenir tout ce qui est toiture. Et là, les murs de refend en fait. Si on voulait avoir les poutres apparentes au niveau du plafond, ça posait des soucis au niveau justement de la VMC. Comment on la passe, la VMC? On aurait dû faire des coffrages de partout parce que c'est des tuyaux de sang et il y en a pas mal dans la maison. Parce qu'on a des bouches de soufflage et des bouches d'aspiration. Donc il y a des bouches de soufflage au-dessus des baies vitrées. Donc il y a des gaines de sang et il y a des bouches d'aspiration, cuisine, toilette, salle de bain. Et à travers l'ossature, là ici, on a un vide technique de 45, donc ça c'est pas possible, on peut pas faire passer une gaine de sang. Et donc on va faire passer ça en faux plafond. Et la contrainte technique, c'est la poutre porteuse. Ah oui. Donc la poutre porteuse, pour faire passer les gaines à travers, ça c'est mort. On pourra pas faire passer les gaines à travers. Donc on va essayer de faire un coffrage sur un mur peut-être pour faire passer les gaines discrètement, mais ouais, maison bois, pour ça, il faut réfléchir un peu les réseaux. Et je m'occupe pas mal de la technique, j'adore ça. C'est la passion avant tout, en fait. Franchement, si t'es pas passionné, quand même, un minimum, ça serait possible de faire les travaux, mais c'est plus dur. Ça devient une contrainte, alors que là, c'est un plaisir. Yo-Yo, il fouine partout, en fait. Il recoupe toutes les infos, il va chercher les dossiers, tout ce qui est DTU aussi. Après, pour tout ce qui est matériaux... tu regardes énormément de trucs, il passe un temps fou. C'est ma vie à chercher ça. Moi, j'avoue, j'ai pas cette capacité-là. Donc ça, c'est vraiment yo-yo. J'adore apprendre les nouveaux domaines, en fait. Et donc, je passe mon temps à fouiner, mais que ça soit tout et n'importe quoi. C'est pas forcément de la construction. Mais j'ai un petit côté un peu geek, un peu touche à tout. Voilà, je touche à... Ouais. En fait, ça me fait pas peur, au final. Et puis, plus tu fais, moins t'as peur, plus tu fais. Donc au bout d'un moment, ça devient naturel. Là, quand on s'est lancé ici, la maison, elle est arrivée comme ça, et on n'avait pas la couverture. Pas de couverture. Et je dis, on fait faire des devis, et honnêtement, les prix, ça s'envolait, on n'avait pas... Ou alors, pour avoir le budget, on aurait dû attendre vraiment beaucoup de mois, et on avait envie que la maison soit vraiment hors d'eau, un vrai hors d'eau, pas juste en pare-pluie. Et quand on commençait à parler autour de nous, à nos proches et tout, ils disaient, vous n'allez pas faire la couverture, vous êtes des grands malades, franchement, c'est trop de taf, c'est pas possible. Je dis, de toute façon, on n'a pas le choix. Soit on l'a fait, soit on doit attendre 6 mois, c'est pas possible, on va la faire. Et là ça en vient des soirées et des soirées de recherche pour ce côté. Mais au final,
c'est hyper kiffant la fierté d'avoir dit purée, on a fait. Alors nos proches ont dû transpirer avec nous un peu quand même. Hein. Ouais. On a eu un coup de main, on a eu des coups de main de ce côté-là parce que c'était hyper appréciable parce que tu es soutenu et tout. Voilà, tout le monde met la main à la pâte, c'est trop stylé. Mais après tu regardes, tu dis wow, on a fait une couverture 2700 tuiles. C'est la théorie tout en amont, la préparation en fait du chantier qui est hyper source d'angoisse et tout ça. Et en fait, sur le moment de la réalisation, tu te dis est-ce que ça va vraiment le faire? Est-ce que j'ai bien tout calculé? Est-ce qu'on va y arriver? Et en fait, tu vois que t'avances. Bon, tu fais des bourdes. Nous, ça nous est arrivé, on a dû enlever un demi-toit. Et pour recommencer, on a fait une bourde. Ouais. Là, on avait étudié tout, hein, des heures et des heures de visionnage de vidéos. Il y a de la lecture de DTU. Principalement au début. Ouais, vidéo après, ouais. Ouais, pour plutôt tout ce qui est manip, en fait, et pour copier bêtement, entre guillemets, en fait, je singe un peu, je vois la technique, le mec, comment il fait, et voilà, je vais refaire la même technique sur le chantier. Je note, on fait du Google Doc, en fait, et puis on a un dossier où on range même toute la partie administrative de la maison et tout, donc tout ce qui est DTU, qu'on arrive à choper sur le net comme ça et tout, on les met de côté. En plus, nous, on avait la chance d'être dans du neuf, donc le toit, il avait déjà été dimensionné avec une certaine marque de tuiles, donc enfin, tout était préparé, en fait, avec le constructeur bois. Et donc normalement, on était cool Raoul, quoi. On se dit, c'est bon, on va mettre les tuiles, ça va rentrer nickel et tout. Et en fait, il y a des petites subtilités quand même. C'est pas si dur, mais c'est pas si simple non plus. Après, en soi, c'est juste de la manip, hein, parce que c'est des Lego, les tuiles. Hein. C'est assez facile en soi, mais voilà, il suffit, comme tu as un jeu de 5 mm par tuile, sur une rangée de 54 tuiles, tu prends facile 5 cm, et 5 cm, ta tuile, elle rentre plus. Soit c'est trop court, soit c'est trop long. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on a eu un petit surprise. Du coup, un demi-toit à refaire, et alors là, c'est pas grand-chose en soi. Hein. Il faut enlever les tuiles et les remettre. Mais c'est long et lourd. Et t'es fatigué parce que t'as déjà passé la semaine à préparer tout le toit en fait. T'arrives le soir, il est 18h et là tu dis il faut qu'on défasse le toit. Ouais, j'ai pas envie. Et si, tu le fais quand même et puis voilà, hein, pareil. Mais là, j'avais envie de pleurer. Franchement, j'avais envie de pleurer. La moitié du toit, tu descends de l'échelle, t'es fatigué et tu dis il faut qu'on déface le toit. Et Zou, elle me dit comme ça, elle me dit. Parce que moi, j'essayais de retasser les tuiles. Je me dis, mais si, on va les décaler une par une, comme ça. Et elle me dit, tu verras, on va devoir défaire, c'est pas possible. Tu sais très bien au fond de toi. Et je dis, non, mais je m'en fous, je veux et tout. Je veux retasser les tuiles, j'ai pas envie de redéfaire le toit. Et puis au final, on a défait le toit. En 2 heures de temps avec les parents, on est monté sur le toit et puis... C'est dans ces moments-là que c'est bien de ne pas être tout seul en fait, parce que tu peux, quand il y en a un qui descend un peu au niveau motivation, morale et tout, et l'autre il est là et hop, ça relance, etc. Là-dessus, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Là, pour le coup, pour la couverture, on avait plutôt de la famille... mon frangin et ma belle-sœur qui étaient venus m'aider, enfin nous aider, et puis après tes parents, ils ont pris le relais. Mon père aussi un peu, voilà. Parce qu'en fait, pour eux, c'est délire, quoi. Ils se disent je vais les aider, c'est sympa. Ouais, c'est drôle. Après, pour nous, c'est compliqué. Il y a de la pression parce qu'il faut gérer les gens en fait et leur donner du travail. Et c'est pour ça, pas un groupe de 10 personnes en même temps, parce que c'est plus gérable du tout, quoi. 2 personnes, c'est déjà beaucoup, surtout qu'ils connaissent rien. Enfin, c'est pas forcément des gros bricoleurs. Et on a certains potes, oui, où on peut se dire, on peut s'appuyer sur eux un peu, mais voilà, là, les proches qui viennent nous aider sur le chantier ou qui étaient dispo à ce moment-là. Là, sur le chantier du toit, non, ils y connaissaient rien du tout. Ouais, mais en fait, ça c'est bien fait. Il faut leur montrer, leur expliquer. Même moi, j'y connais rien à la base, donc on m'explique, on me montre, et puis voilà, on y va. On n'est pas du tout du métier dans le bâtiment et tout, donc c'est vrai que faut toujours un peu, il y a le côté formation, quoi, qui doit arriver. Et ça se fait bien au final. Un marteau, des clous et c'est bon, quoi. Ouais. En fait, il faut avoir l'envie, la motivation et en amont la préparation en fait. Mais là après, tout est ouvert, hein. Tu peux tout réussir, hein, ou presque.
Franchement. Après, en fonction des personnes, forcément, hein, tu as plus ou moins de travail à effectuer. Quelqu'un qui... Enfin, voilà, nous, on avait déjà bricolé dans une précédente maison. On n'avait jamais fait de tour, on n'avait fait que du second œuvre. Mais donc, on a quelques réflexes que tu acquiers au fil du temps. Mais moi, j'ai moins de travail. Mais s'il y a un autre qui va commencer demain à se lancer dans une construction comme ça, qu'il n'avait jamais commencé par un plus petit truc, bah, il va devoir cravacher 2 fois plus, je pense. Parce qu'il faut acquérir toute la connaissance en amont. Il y a quand même certains réflexes à avoir. Voilà. Je sais pas, prise de niveau, tirer un cordeau et faire une trace de bleu, enfin tu vois, des trucs débiles, hein, mais c'est ces petits aspects-là qu'au fur et à mesure de tes chantiers, tu acquiers des petites connaissances comme ça qui font que bah, tu vas plus vite sur les suivants. La prochaine maison, bah, toi c'est tranquille maintenant. Quand tu commences à faire les choses bien, bah, tu te dis bah oui, ça a un peu son importance parce que ça fait propre, ça, enfin voilà, même ce qui est des plus flagrants, c'est pour le nettoyage du chantier après une journée de boulot. Avec Yo-Yo, c'est toujours, on finit, il faut ranger le chantier. Tu ranges tous les outils, tu ranges tout, blablabla, tu passes le coup d'aspiro et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper agréable. Moi, c'était plutôt du bah on laisse, on y retourne demain, ça sert à rien, c'est bon, on peut tout laisser en plan. Ah là-dessus, je suis impitoyable. Et en fait, on se rend compte qu'après, revenir sur un chantier qui est propre et tout, en fait, ça te donne envie de travailler. Alors que où il y en a partout, tu sais plus où est le tournevis, tu sais plus où. En fait, c'est chiant. Ouais, on se complète. Ouais. Je le détends un petit peu des fois et inversement, il me retend un petit peu, quoi. Mine de rien, des fois, il y a des coups durs. Des fois, tu t'engueules parce qu'il y en a un qui a fait une connerie. Enfin, souvent moi qui a fait une connerie. et ça arrive, quoi. Oui. Oui, mettre un coup de cutter dans la fibre optique qu'on a mis 3 mois à voir, bah oui, c'est arrivé. Là, c'est mal passé. C'est la pire fois où je t'ai bien engueulé. Donc voilà, ça arrive, tout n'est pas toujours tout rose, c'est normal. Et puis c'est vrai que des fois, ça peut faire que... Ah bah qu'il y ait des tensions. Pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis t'as des désaccords. Bah on a chacun nos exigences, je pense, sur des points où on veut pas... On dit non, moi je veux ça, et puis tu discutes toujours un peu, tu regardes pourquoi, etc. Après, Johan, il a beaucoup d'exigences techniques. Moi, j'y pipe pas grand-chose, donc un peu c'est pas que tu pipes pas grand-chose, c'est que tu t'y intéresses moins, tu travailles moins le sujet. Après, voilà, vu que je compense, c'est normal. Je me repose beaucoup sur Yo-Yo là-dessus. Après, je me dis, si ça fait une maison qui est agréable à vivre, bah voilà, en fait, tu dis, bah oui, ok, ça coûte un peu plus cher, mais bon, si on est gagnant après, ok. Du coup, ça me met la pression encore plus. Parce que, forcément, là, ce qu'elle dit, ça met la pression. Si jamais j'ai loupé l'isolation, elle va avoir froid. C'est mort. Là, on va en entendre parler pendant... non, on va revendre à la maison, on en reconstruit une, tant pis. Alors, la partie budget ossature bois, là, alors c'était avant toutes les augmentations de matos. Ouais. Il y en avait pour 120 000 €. Donc avec les fenêtres, sachant que les fenêtres, il y a un budget de 35 000 € de fenêtres. Donc on est sur des fenêtres double vitrage, et bois intérieur, alu extérieur. Après, tout le côté fondation, c'était un gros poste aussi, parce que du coup, du fait des fondations particulières, donc tout ce qui est micropieux, là on en a eu, je crois, en tout pour... les micropieux, il y en avait pour 20 000 € à peu près. Et après, destruction de maison et fondation superficielle, on va dire, puisque c'est au-dessus des micropieux, il y en avait pour 40 000 €. Donc là, on arrive à un budget global qui est déjà de 180 000 € et on a une coquille vide. Enfin, quand on dit ça, ils nous disent « Ouais, mais attends, c'est super cher ». Oui, en effet, c'est super cher, mais c'est du beau travail. On n'a pas la maison d'un constructeur lambda. Et même chez les constructeurs, parce qu'on a visité pas mal de constructeurs, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Nous, on a des gros montants par rapport aux constructeurs. Par exemple, on a 220 de large au niveau des montants. Eux, c'est plutôt du 145, par exemple. Voire ça descend jusqu'à du 120. Après. Alors, quand on a qui te disent « Oui, on vous fait une maison avec des montants de 120 », ça reste une maison bois quand même. C'est comme si tu faisais une maison avec du parpaing de 10. Et après, pour la suite,
on ne sait pas trop encore. Ouais, on a un Excel avec les matériaux qu'on avait fait au début, mais ça a tellement changé que... il est un peu obsolète maintenant. Il faudrait qu'on réactualise tout. On sait que pour l'isolation extérieure et le crépi, là, parce que je l'ai réactualisé récemment, on va en avoir entre 7 et 8 000 € de matériel. Je pense qu'on va arriver sur une maison dans les 250K, quoi. Le but, c'est de faire un truc tip top. C'est pas... On l'a fait sur la première, on a rénové, on savait que ça allait pas être la maison de la vie et on a peut-être... Voilà, on l'a bien rénovée. Elle était hyper viable, tout était nickel, volet électrique, tout domotisé partout. Enfin voilà, on s'est fait plaisir quand même. Mais il y a certains trucs, on n'allait pas se dire ah, on va attendre 4 mois pour avoir le budget pour acheter. On s'est dit bah non, on va regarder un peu qu'est-ce qui se fait. Ah bah tiens, il y a de la laine de roche là, bah, on va prendre de la laine de roche de 100 mm, on va la mettre là, ça y est. En fonction des trucs, ça ira bien et tout. Comme dit Yo-Yo, on n'a pas envie de regretter un choix qu'on a fait par souci, soit financier, soit de temps, soit de tout ça. Donc voilà, c'est... C'est une philosophie, quoi. Ouais. Après, il faut savoir ce qu'on a et ce qu'on veut, mais oui, il faut être dans cette philosophie-là, quoi. Nous, on est parti là-dedans sur cette maison-là, donc on va essayer de tenir le cap, quoi. C'est pas toujours évident, hein, parce que des fois, tu dis ah ouais, mais là, c'est quand même moins cher et tout, et donc t'es tenté, quoi, de dire ça avance plus vite. Pour avancer plus vite, des fois, tu te dis bah ouais, j'ai tant d'euros, tac, je vais mettre ça et puis ça ira bien. Mais non, c'est pas... Ouais, on essaye de garder le cap, quoi. En fait, là, on a loué une plieuse. Okay. Une plieuse à zinc. Et c'est elle qui a une partie qui permet de te faire le petit rouleau, là. Donc, avec une barre, en fait, de fer qui vient prendre la feuille de zinc au niveau du petit bout, là. Et après, en fait, tu viens tout simplement rouler et ça se contraint dans un autre rouleau. La barre est contenue dans le rouleau et ça vient contraindre la feuille de zinc. Donc là, ça te donne ça. Hop. Ouais, parce qu'on l'a là, en fait. On l'a là. Okay. Ça te donne ça. Au préalable, tu avais découpé la largeur de ta pièce pour faire tout ça, là. Et puis, au fur et à mesure, tu fais tes plis, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ça donne ça, un truc assez rigide. Et... Ça, on a appris sur YouTube beaucoup, hein. Okay. Là, il y a des couvreurs, franchement... Alors, les vidéos sont peut-être un peu longues, c'est pas très parlé, phrasé, mais il met sa caméra sur sa tête et en fait, tu vois ses deux mains et tu vois faire. Et en fait, à force, tu répètes, en fait, hein. Bêtement, tu répètes bêtement, tu dis bah tiens, on va essayer et voir ce que ça donne. Elle sait Z devoir. Et lui, c'est tout ce qui est zinguerie. Après... sur la précédente maison, on regardait beaucoup tout ce qui est seconde œuvre, tu vois, Takayaka, LJVS, ça a pas mal aidé. C'était vraiment pour les idées de bricolage, outre la pure technique. Là, tu vois, sur le zinc, c'était vraiment la pure technique. C'est qu'on a besoin de savoir comment on va faire une gouttière, comment tu soudes. Je savais pas souder du zinc, moi. Et là, tu vois le mec qui met son fer... et qui poinçonne, et après qui fait sa soudure lisse, et après qui fait sa soudure à gradin. Et tu vois, tous les termes techniques comme ça, tu les as pas du tout. Et tu apprends comme ça avec le gars sur YouTube. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi aussi de faire notre chaîne YouTube, en fait. C'est pour rendre l'appareil, un peu montrer notre expérience, et puis peut-être donner la motivation à certains qui se lancent, etc. De donner un peu cette passion un peu de bricoler et tout, tu vois. Ah putain, ils font leur maison eux-mêmes, tiens, c'est pas forcément en mode tuto que nous on fait notre truc, tu vois, mais se dire, ah tiens, il fait sa maison, ah mais pourquoi pas, moi je peux peut-être faire ma maison, je travaille les week-ends, je travaille la semaine, le week-end, lui il travaille aussi la semaine, mais il fait ça le samedi, le dimanche, et pourquoi moi je pourrais pas le faire? Je pourrais me filmer aussi et mettre ça, et tu sais, faire une sorte d'émulation, c'est stylé. Moi c'est un peu ce côté-là, quoi, que j'aime bien. Bon, merci beaucoup pour la visite. Merci à toi. J'espère que ça vous aura plu. Je mets en description les liens de ce qu'on a parlé et notamment le lien de leur chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à leur mettre plein de commentaires d'encouragement et à suivre l'aventure sur 4 ou 5 ans jusqu'à la fin. Et nous on vous dit à bientôt les pingouins.